Bonjour Bertrand, pour les très rares personnes qui ne connaissent pas encore Extend, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu rapidement ce que vous faites, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous représentez dans ce secteur de l'hôtellerie? Aujourd'hui, pour bien comprendre ce que nous représentons, il faut savoir déjà d'où nous venons. Donc, Extenaem, aujourd'hui, c'est une équipe d'une trentaine de personnes qui est dédiée à l'investissement dans le secteur de l'hospitality, donc l'hôtellerie, et aussi tout ce qui est F&B, restauration. Notre parcours, on est plutôt des anciens entrepreneurs qui ont mal tourné. Des gens, mon associé Jean-Marc était expert comptable. Moi, j'avais monté une société dans les télécoms que j'ai revendue à Orange. Et puis ensuite, nous avons eu cette fibre entrepreneuriale qui a toujours été présente chez nous. Donc avant tout, une ADN profonde sur l'entrepreneuriat, Ouais. les projets, c'est ça qui a été une des racines un peu du départ de Extend. Je pense que c'est la genèse, la racine, quel que soit le secteur d'activité. On est là pour investir sur des hommes et pour accompagner des hommes et des entrepreneurs dans leur développement. Ça, je pense que c'est ce que viennent aussi chercher les partenaires, les gens qu'on accompagne dans leur développement, mais aussi les gens qui nous font confiance, nos LPs, nos investisseurs, détecter ces talents de demain. Et aujourd'hui, vous êtes impliqué dans combien d'hôtels et sur quel territoire, essentiellement en France? La Big Picture d'Extenaem, donc c'est 700 millions d'euros sous gestion. C'est 170 participations dans le secteur de l'hôtellerie et un peu plus de 50 participations dans le secteur de la restauration et du F&B. Et quelques sociétés, de belles pépites, dans le savoir-faire français, donc beaucoup dans les business de bouche. Une société comme Arcadis, qui est un distributeur de caviar, de saumon, du Bernet, Bocaux, l'Atelier des Chefs. Mais sur la partie hôtelière, aujourd'hui, c'est 170 participations en Espagne, au Portugal, en Allemagne et énormément en France. Comment vous avez fait pour attraper ce virus qui est l'hôtellerie ou la restauration? Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. On sait que les acteurs historiques qui ont commencé avec un hôtel, un restaurant, etc., c'est un métier très opérationnel. Comment on attrape le virus et comment tout d'un coup on se découvre une vocation pour le financer? Encore plus quand malheureusement on n'a pas fait l'école hôtelière de Lausanne et que mes parents n'étaient pas hôteliers. La première chose, c'est que... Ils font des cours de rattrapage. Si tu veux, je peux t'arranger quelque chose à Lausanne. Ouais, je ferai un mock. Non, plus sérieusement sur cette partie-là, je pense que notre première ADN, c'est que nous avons commencé à investir dans tous les secteurs d'activité au départ. Les nouvelles technologies, la biotech, l'énergie, l'e-commerce. Et à partir de 2011, un peu par hasard, je dois te l'avouer, on s'est intéressé à travers un premier investissement. De tête, c'était un hôtel sur le vieux port de Marseille. C'était l'Alizé Hôtel, avant de faire le Beauvau Hôtel, qui est juste contre. À Marseille, ils appellent ça, c'est une loge en termes d'emplacement. Et on est rentré un petit peu par hasard comme actionnaire de ces deux actifs. Et finalement, nos investisseurs ont trouvé que c'était une stratégie d'investissement qui les intéressait. Si jamais on se remet dans les années folles, un petit peu de 2009, 2008, 2010, où les investisseurs investissent beaucoup dans les nouvelles technologies, le fait de pouvoir proposer des stratégies d'investissement qui soient claires, simples, compréhensibles, tangibles, pour prendre un terme qui était très à la mode et qui est encore à la mode d'ailleurs en ce moment. On a commencé du coup à faire 2, 3, 4 participations et puis, bon an, mal an, d'autres entrepreneurs du secteur de l'hôtellerie sont venus nous voir, des gens comme Parisine, comme Algonquin, comme Valustet, François-Xavier Bourgois, Oletis, et j'en passe, une quarantaine de familles qui nous ont dit finalement, je cherche un partenaire qui va pouvoir m'accompagner sur la durée, c'est très important, qui va pouvoir me comprendre parce que lui aussi est passé par cette étape de l'entrepreneuriat, donc qui va pouvoir aussi comprendre les phases de doute que je peux avoir dans la vie d'une entreprise, quel que soit le secteur d'activité dans lequel je suis. Et puis, à travers l'hôtellerie, aussi beaucoup et d'autres entrepreneurs du F&B sont venus voir. On travaille beaucoup avec un groupe comme le groupe Bertrand aussi. Voilà. Et finalement, le F&B, on ne l'a pas fait exprès là non plus, mais aussi est devenu un vernis qui est devenu de plus en plus indispensable aujourd'hui dans le développement du secteur de l'hôtellerie. Justement, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tout le monde, on essaye de se réinventer dans l'hôtellerie ou de réinventer ce qui va être l'hébergement marchand, et on parle de l'expérience. Toi qui finalement as des billes des deux côtés et un strabisme sur les deux,
comment ça se passe? Tu vas faire le Tinder ou le Mythique, tu vas les remettre ensemble ou, Ouais. C'est quoi ta vision côté investisseur du coup pour toi? Effectivement, il y a des gens qui viennent nous voir là-dessus. D'ailleurs, on avait fait une conférence sur cette partie-là sur F&B. De plus en plus de restaurateurs ont envie de devenir hôteliers. Et on voit bien beaucoup d'hôteliers qui savent que la problématique F&B, alors la F&B, on ne parle pas que du déjeuner ou du dîner, on parle aussi du petit déjeuner qui est un acte extrêmement important dans la vie de l'hôtel, ou comment faire vivre les parties communes au moment du thé, des cocktails en fin de journée. Donc comment créer cette ambiance pour faire venir finalement les gens qui vivent autour de l'hôtel pour venir aussi un petit peu consommer. Et lorsque le client va arriver, il va arriver dans ce lieu finalement où il va sortir cette chaleur, cette proximité, et du coup il aura plus envie finalement d'aller consommer et descendre et d'aller. Donc effectivement, nous notre job c'est d'essayer d'aller détecter et trouver le mariage et l'association entre cette double compétence. Maintenant, restons aussi sur les basiques, l'emplacement, ce qu'on va faire du produit. Les clients chez nous, ils viennent chercher encore un bon produit, quelque part du waouh, un lit, un bon wifi, quelque chose de propre, l'accueil. On oublie quand même sur le people, l'aspect RH dans nos métiers est quand même juste essentiel. Donc comment communiquer et fidéliser nos équipes dans les hôtels, c'est encore essentiel là-dessus. Donc tu as un vrai triptyque entre l'entrepreneur qui est capable de porter le projet opérationnellement et avec la volonté de mettre en exécution les choses, l'investisseur qui lui va effectivement chercher un deal flow pour pouvoir exprimer son investissement. Et une expertise d'accompagnement. Et donc toi, tu mets en musique un petit peu ces différents talents et différentes expertises dans le cadre de finalement pas mal de projets. Vous avez fait combien de projets ou combien de projets vous êtes dans le pipeline? C'est quoi un peu ton quotidien Écoute, en 2017, on a investi 200 millions d'euros en equity, sans parler de la dette bancaire. Et je pense qu'en 2018, on va investir 140 millions d'euros. On a 170 participations dans l'hôtellerie. Je pense qu'on sera aux alentours de un peu moins en dessous de 190 à la fin de l'année 2018. Donc, et dans toute l'Europe. Tu parles de l'accélération des entrepreneurs du secteur et que vous y jouez un rôle actif. Mais c'est quoi l'accélération de Externe? Alors vous voyez comment d'ici 2-3 ans, c'est quoi un petit peu votre dynamique? Franchir le cap du milliard d'euros d'ici 3-4 ans, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement atteignable. Ensuite, dans la palette de cette fameuse boîte à outils qu'on a, très clairement, c'est renforcer les compétences à travers, aujourd'hui, on a beaucoup d'actifs qu'on accompagne sur un modèle en franchise, multi-enseignes. On travaille aussi bien avec des enseignes de Accor, Marriott, Radisson, Louvre-Hôtel, mais c'est aussi accompagner sur des gros actifs, sur des actifs en management avec ces enseignes. Et puis aller plus vite et plus loin et renforcer le pôle aussi de développement que nous avons à l'international. Aujourd'hui, on doit avoir quand même une quinzaine, même un peu plus d'actifs sur l'Espagne et le Portugal qui ont été des très bonnes zones, comme tu le sais, sur les 3-4 dernières années. La France, sur 2018, connaît quand même, je dirais aussi, une forte accélération. Il faut rester vigilant, mais une chose qui est sûre, c'est que les fondamentaux sur les 4-8 prochaines années sont quand même extrêmement solides dans le développement de la zone euro sur ce secteur de l'hospitality. Donc il ne faut pas manquer les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Ce serait quoi un peu toi tes recommandations comme bon observateur du secteur si demain il devait y avoir des politiques publiques pour soutenir le secteur ou la dynamique touristique en France? Est-ce que tu as une, deux recommandations clés ou points d'attention particuliers qui te permettraient de renforcer le leadership ou l'industrie touristique en France? La richesse de la France, mais c'est vrai aussi en Europe, c'est que nous avons quand même des talents incroyables, des entrepreneurs qui ont une niaque, c'est un terme que j'aime bien, mais qui ont une vraie envie d'aller plus loin, plus fort, plus vite. Et ces gens-là, il faut aussi pouvoir les accompagner, à côté de nos partenaires banquiers, les accompagner dans leur accélération. Et je ne parle pas des talents, on les a tous, les gros mastodons, les Pierre et Vacances, les Club Med, les Accor, mais je parle ces entrepreneurs qui ont des sociétés qui vont entre 10 et 50 ou 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui eux aussi
ont envie d'accélérer et c'est plutôt des acteurs comme nous, à taille peut-être plus humaine, plus pragmatique, qui pouvons les épauler dans leur développement. C'est ça notre job. Parce que c'est vrai que les politiques publiques sont souvent orientées sur de la macro-économie, mais ce qui fait le vrai tissu économique au quotidien, c'est la micro. Ce sont effectivement cette somme de petits ou taille moyenne entrepreneurs. Et c'est là où vous jouez un rôle qui est assez intéressant, c'est qu'en réalité, vous allez permettre à tous ces acteurs intermédiaires d'arriver à une certaine taille critique et de pouvoir très rapidement monter sur un deal. Quand on voit une opportunité, c'est sûr qu'il faut avoir un vrai savoir-faire pour avoir tout le tour de table, le financement, etc., etc. Et les opportunités, c'est comme les belles fleurs, il faut être les premiers à les cueillir si on veut y arriver. Tu as parfaitement résumé la situation. Aujourd'hui, le plus dur à trouver, c'est l'actif au bon prix. On a beaucoup d'opportunités qui se présentent à nous. Maintenant, cette opportunité, c'est l'actif au bon prix, il est rare. Et du coup, il faut qu'on soit extrêmement réactif dans notre développement. Et pour être réactif, il faut qu'on travaille en confiance, avec des partenaires où on a su collaborer, enfin, on a su développer un climat de confiance qui soit extrêmement important pour justement avoir cette agilité qui va nous permettre de remporter le deal rapidement. Et c'est ça la force d'une équipe qui gagne. C'est vrai aussi d'ailleurs tous les jours dans ton entreprise, dans les entreprises. Donc l'agilité, c'est les nerfs de la guerre. Et donc l'agilité, elle passe par la confiance. C'est ce qu'on établit aujourd'hui avec notre quarantaine de partenaires. Nous, on appelle ça des champions. Je ne sais pas comment eux, ils nous appellent. J'espère des partenaires de confiance. En tous les cas, des gens avec lesquels on instaure une relation sur la durée. Ce qui a changé peut-être par rapport à il y a quelques années, sur ces familles hôtelières, c'est que les mentalités ont évolué. Quand je discute avec des familles hôtelières qui sont dans ce secteur-là depuis plusieurs années, voire même depuis plusieurs générations, on était plutôt dans un mode, on achète ou on fait construire un actif tous les 3 ans et que les 4 ans. Voilà. Aujourd'hui, et on a 100% du capital. Aujourd'hui, la nouvelle génération qui arrive, soit elle dit finalement, si j'ai entre 40 et 60 et 70% et que j'en fais un chaque année, finalement, c'est pas mal. Et j'ai un partenaire qui va m'accompagner dans mon accélération et qu'à terme, je vais pouvoir, ou je pourrais racheter sa participation, c'est une chose qui est claire. Et puis aussi, il y a ces nouveaux talents qui arrivent. Nous, on est là pour les détecter. Tous les jours, notre job, c'est détecter les talents de demain. J'ai des noms en tête, des gens comme Joris Brunel et Sylvie Charles, des entrepreneurs qu'on a rencontrés il y a 5 ans. Ils avaient un hôtel, aujourd'hui ils en ont 15. C'est aussi notre job, c'est aussi notre fierté. Des gens comme Olivier Barthelin et Nina, sa femme, des anciens consultants de chez CBRE et qui aujourd'hui ont 4 hôtels. Des anciens cadres de chez Accor quand même. On a des exemples tous les deux. Ces gens-là, ils ont développé des groupes il y a peut-être 30 ou 40 ans, c'était une autre époque. Et aujourd'hui, il y a encore des talents qui arrivent et qui veulent être maîtres de leur destin et développer leur propre entreprise. Je pense que c'est le rôle d'acteurs comme nous, de les accompagner et de leur faire le marchepied, quelque part, dans le développement et dans l'accompagnement de leur business. Finalement, c'est un secteur qui est passionnant puisque ça reste des histoires d'humains à tout point de vue. Des opérations au quotidien dans un hôtel, jusque dans les financements, on retrouve ce lien important de la confiance, du partenariat, de faire résonner les expertises des personnes, de faire émerger les talents. On reste vraiment sur ce qui fait vibrer ce secteur. Mais totalement. Nous investissons dans des PME non cotées, et mon principal actif sont les hommes. Au même titre que dans ton entreprise, le principal actif, ça va être l'équipe qu'on va fédérer autour de nous. Voilà. Alors, effectivement, par rapport au secteur de l'hôtellerie ou de la restauration, l'emplacement, le fonds de commerce, les murs vont être un actif, mais n'oublions pas l'essentiel. Si jamais je n'ai pas des hommes pour faire vivre tous les jours, l'actif, on n'arrivera pas à en décrocher cette substantifique moelle que l'on cherche tous les jours à établir. Donc l'équipe et le track record d'une équipe est essentiel. Donc aujourd'hui, comparé à l'époque où vous êtes rentré de façon plus active dans ce secteur, donc en 2013, on a quand même l'impression que beaucoup de vocations
sont nés en termes d'investissement. Il y a beaucoup plus de personnes, que ce soit de l'argent institutionnel ou sous toute forme, qui ont envie de s'exprimer dans cette classe d'actifs. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un signe de maturité? Est-ce que tu penses qu'on arrive peut-être à un environnement un peu saturé ou on a encore de la marge de progression? Non, je pense qu'on a encore une marge de progression qui est colossale. D'abord, il faut savoir que le non-coté, tout secteur confondu, a été l'un des classes d'actifs, pour prendre un terme très financier et un peu pompeux, qui a été le plus rentable, encore plus que l'immobilier là-dessus. Donc le non-coté et l'investissement dans des PME non-cotées est quelque chose qui a toujours plu aux entrepreneurs. Maintenant, dans la stratégie d'investissement qui a été mise en place, peut-être, et même certainement, les investisseurs ont aimé cette stratégie d'investissement où on avait le sentiment, de comprendre dans quoi on investissait, d'avoir cette sensation de tangible, qui est un terme que j'ai déjà cité à travers le fond ou les murs, mais on est aussi quelque part sur un news flow ou un méga trade qui est quand même extrêmement positif sur les 10 prochaines années. Alors on parle toujours des JO de 2024, mais tous les jours ou chaque année on voit l'étude, où on voit que la France et l'Europe quand même bat des records de visiteurs là-dessus. On voit que le trafic aérien ne fait qu'augmenter chaque année. Donc les milléniums, même si on nous parle de temps en temps de la concurrence d'Airbnb, en tous les cas, on voit bien que les gens veulent voyager chaque année de plus en plus et de manière autrement. Donc que des choses qui sont extrêmement positives pour le développement de notre secteur. Aujourd'hui, est-ce que tu crois que le secteur est capable de se réinventer? Parce qu'on dit toujours, à un moment donné, il faut être capable de se remettre en question, il faut être capable de se renouveler. Est-ce qu'aujourd'hui, tu crois qu'on a un besoin fondamental de se réinventer ou on est sur une bonne lancée? Non, mais tous les jours, on se réinvente. D'ailleurs, le bon entrepreneur, c'est celui qui sait se réinventer chaque année. Notre champion ou le talent ou la personne avec laquelle j'ai envie de co-investir aujourd'hui pour accompagner, c'est la capacité de cet entrepreneur à pouvoir se réinventer, à pouvoir faire évoluer son concept. Donc c'est indispensable, encore plus dans le secteur de l'hospitality, du tourisme et du voyage, où les attentes vont évoluer. Maintenant, on est quand même sur quelques fondamentaux qui sont l'emplacement, trouver des produits quand même qui vont pouvoir à une clientèle, qu'elle soit tourisme ou corpo. Est-ce que je vais mettre quelque part un espace F&B ou pas? Tout dépend quelque part où va être situé, quelle va être la zone d'achalandise, la concurrence que je vais avoir. Mais se réinventer, c'est juste, je dirais, la remise en question. C'est quelque chose qui est majeur pour un entrepreneur, et encore plus l'entrepreneur le plus talentueux sur lequel on a envie d'investir. C'est indispensable. Alors, la France était déjà championne du monde du tourisme. Elle l'est maintenant depuis juillet de foot. Et en termes de rendement, financièrement, on est quoi? On est sur des rendements qui sont de ce niveau-là quand on compare les différentes classes d'actifs. Pourquoi il y a un tel appétit? C'est pas par philanthropie pure, j'imagine. Non, alors d'abord, les rendements. Nous, on a la chance d'avoir plutôt des fonds qui, sur les dernières années, ont plutôt décroché des rendements à 2 chiffres. Mais je pense que c'est d'abord une stratégie d'investissement et c'est l'attente du rendement de l'investisseur qui veut aller. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est sur un secteur quand même qui s'est professionnalisé fortement. Et les investisseurs aujourd'hui ont pris conscience qu'ils ne pouvaient plus travailler cette classe d'actifs sans faire appel à des professionnels du secteur. Je ne crois pas, ou je crois moins, aux patrons de Leclerc qui vont sur Leclerc et qui aujourd'hui décident d'acheter un hôtel en disant finalement, j'ai été un bon chef d'entreprise dans mon Leclerc, je vais devenir un bon hôtelier. Aujourd'hui, on a besoin d'être épaulé et d'être accompagné par des vrais professionnels du secteur. Je prends un exemple peut-être un petit peu grossier, mais voilà. Et les institutionnels sont pareils. Ils ont envie de pouvoir être accompagnés par des professionnels du secteur, peut-être même d'être ce qu'on appelle, eux ils appellent ça des OPCVM en architecture ouverte, aussi être en architecture ouverte en faisant appel à plusieurs opérateurs qui vont chacun avoir leurs compétences, l'hôtellerie avec enseigne, de l'hôtellerie économique, de l'hôtellerie boutique-hôtel, qui vont chacun avoir leur spécificité pour diversifier
leur investissement en fonction de la stratégie et aussi quelque part en termes de rendement. Il est évident que l'hôtellerie économique va avoir certainement un meilleur rendement et peut-être même de l'hôtellerie économique dans une ville de province que lorsque vous achetez un hôtel dans Paris Centre. Mais là aussi, il y a des problématiques de liquidité. Ce que cherche l'investisseur aujourd'hui, c'est pouvoir mesurer et identifier le risque qu'il va prendre. Mais l'investisseur est mature, donc en fonction de la stratégie d'investissement que tu vas choisir, tu vas arbitrer en fonction du rendement que tu peux faire. Donc demain, toi, tu te vois ne plus faire de l'hôtellerie ou pas? Non. Ça y est, t'as le virus, c'est Moi, bon. j'ai le virus. Je ne sais pas si je vais encourager mes filles à aller faire l'école hôtelière de Lausanne où je leur achèterai un hôtel. Mais en tous les cas, oui, j'ai pris le virus, c'est sûr. Et surtout, j'ai rencontré des entrepreneurs de talent. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié et que j'apprécie encore dans le secteur de l'hôtellerie, c'est que ces hommes sont souvent des entrepreneurs de longue durée, depuis plusieurs générations, toujours extrêmement low profile. C'est peut-être quelque chose que j'avais moins découvert dans les nouvelles technologies. Et surtout, il y a une vraie fraternité entre les différents entrepreneurs de ce secteur-là. Voilà. Les gens s'aident, ce qui est aussi assez rare dans beaucoup de secteurs d'activité. Voilà. Bertrand, merci beaucoup pour tes éclairages. Et puis bientôt sur des nouveaux projets. Et je vous souhaite d'atteindre le milliard. Le milliard. Voire plus. Parfait, merci. Merci à toi.